à Globe Posukwe, 13h. Mesdames et messieurs, c'est le journal. Les titres. Éclairage public, eau potable, c'est ce dont a besoin les citoyens de Renvi-Zungbomé. Ils se plaignent toujours, tous les jours d'ailleurs, que Dieu fait à travers des émissions grognes des radios de la place. Vous allez les entendre tout à l'heure. C'est déjà les vacances et comme vous le savez, elles constituent une période de détente, mais aussi des occasions pour les élèves de mener une activité génératrice de revenus. Quels sont alors les risques que ceux-ci encourent? Un reportage à suivre tout à l'heure à propos. À l'Assemblée nationale, les députés sont en séance plénière ce vendredi. Ils examinent plusieurs textes touchant aux réformes institutionnelles, au financement de projets publics d'envergure ainsi qu'à plusieurs d'autres choses. On va vous en parler tout à l'heure. On va également aller hors de nos frontières béninoises, plus précisément au Sénégal, vous informer de l'actualité de là-bas. Et on va encore vous parler sport. Et vous savez, il n'y a plus d'équipes africaines qui se retrouvent dans la Coupe du Monde 2026. L'unique équipe africaine sur qui on compte, le Maroc, a été éliminé hier par la France 2-0. C'est le score. Thomas Rondio nous dira tout sur cette défaite du Maroc dans cette édition du journal parlé. Nous sommes vendredi le 10 du mois de juillet de l'an 2026. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Cyril Podi Technique, Arnaud Agbozo en direct. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Les détails. Je l'annonçais tout à l'heure, les citoyens de Renvi-Zungbomé se plaignent de l'insuffisance d'éclairage public et d'eau potable. Ils l'ont fait savoir dans les émissions Grogne. Suite à leur cri de cœur, il y a une équipe du service de l'information de votre radio qui est descendue dans cette localité pour y voir clair. C'était donc hier jeudi 9 juillet 2026. L'équipe conduite par Nativité Yeoumé, reportage. L'eau et l'électricité, deux sources vitales, font défaut dans les hameaux ici à Zungbomé, l'un des 5 villages que compte l'arrondissement de Renvi dans la commune d'Alada. Tout comme les citoyens, les élus locaux aussi en sont conscients. Syriac Avanon est le chef du village de cette localité. Renvi-Zungbomé, un village situé à 2 km de l'arrondissement de Renvi, qui a 4 hameaux, y compris Zungbomé, Tchakwata, Fenalou, Aswari. Nous avons un problème d'eau, ce sont pas mal, mais ce ne sont pas encore suffisants. Il doit y avoir une extension parce qu'il y a Tchato, le PP là-bas, mais les gens viennent sur le lieu du château avant d'approvisionner pour avoir l'eau. Si on peut extensionner ça dans les coins là, ce serait une bonne chose. Maintenant, l'électricité, nous avons des difficultés de ça, de ce côté. Parce que dans la nuit, il y a l'électricité partout et c'est dans ça que les gens passent pour faire de n'importe quoi. L'insécurité, ça vient. Il faudrait que la lumière soit partout parce que c'est un village éloigné dans la brousse totale. C'est pourquoi nos aïeux ont donné le nom Zungbomé, dans la grande brousse. Donc, il faut l'électricité. Face à ces préoccupations, l'élu local souligne qu'il ne reste pas les bras croisés. Ce sont des sujets qui sont abordés au cours des sessions de village et le compte rendu est fait au chef de l'arrondissement, Martel Syriac Avanon. Face à tous ces problèmes, on ne manque pas d'énumérer ça. Parce que il se passe des fois conseil de village que préside le CV avec mes conseillers. On rencontre OCA qui a son tour à de conseil d'arrondissement chaque temps.
chaque mois. Et on ramène tous ces sujets-là, préoccupations-là, au niveau du CA qui transmet à la mairie. Et la mairie pense à ça pour commencer par régler ces situations au niveau des villages tour à tour. La situation de Zungbome est sous contrôle, fait savoir Boniface Ressou, le chef de l'arrondissement de Renvi. Je ne peux pas dire que je ne suis pas au courant. Ça fait un bon moment quand le chef de village de Zungbome m'a appelé et parlé de problèmes de leur point d'eau. Rapidement, j'ai appelé les techniciens qui sont à la mairie et l'équipe est descendue et que le point d'eau a été déjà réparé et que la population y trouve de l'eau parfaitement maintenant. Seulement que l'eau n'est pas allée dans tous les hameaux, mais notre espoir est qu'il y a un grand château que notre État central a construit à Renvi, Todo. D'ici à là, maintenant, là, ils vont commencer par distribuer l'eau là à la population. Et ce qui est bon dedans, c'est que les gens peuvent prendre aussi de l'eau chez eux. Et chacun va utiliser l'eau là convenablement dans sa maison sans aller porter de bassines sur la tête. Donc, avec ce projet de gouvernement, je demande à la population de Renvi d'être un peu patient, que d'ici à là, on va faire l'inauguration et que le château sera fonctionnel. Pour l'électrification, c'est un village qui a été sélectionné pour l'électrification au niveau central. Il me semble que c'est le village de Aligoudo, je crois. Mais les travaux, ils sont toujours à l'étude. Et nous aussi, nous continuons toujours de sonner le haut pour que les travaux puissent démarrer à temps. Et même les autres hameaux qui ne sont pas considérés, nous sommes en train de plaider le cas avec la mairie pour que ces hameaux aussi soient pris en compte au moment opportun. Le développement, c'est petitement. Chef de village et citoyen de Zungbome souhaite que des solutions soient trouvées dans l'immédiat, que l'attente ne soit pas trop longue. Nous sommes dans l'espoir d'avoir une suite favorable. Parce que bon, tu as un problème, tu as déjà suggéré ça. Quand tu dois avoir une suite favorable, c'est ce qu'on doit souhaiter pour le bien-être de la population de mon village. Le chef de l'arrondissement, Boniface Ressou, appelle à la patience. Je voudrais demander à la population de Renvi de se patienter, que l'équipe qui est à la mairie maintenant fait à pied d'œuvre pour satisfaire les besoins. Même si on n'a pas totalement satisfait les besoins, mais on doit aller jusqu'à 80%. De compter sur l'équipe qui est là. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Du retour de Renvi Zungbome pour la voix de la Lama, Nativité Yeoumé. Maintenant, une question dans cette édition du journal Parler. Pourquoi certaines femmes détestent-elles la polygamie? Certains citoyens interviewés à l'ADA, centre plus précisément, se prononcent sur la question. Voici maintenant leur point de vue dans ce papier de Nestor Kossigan et Racine Dété. La plupart des femmes interrogées dans les rues d'Alada Centre affirment clairement leur opposition à la polygamie. Ceci pour plusieurs raisons. La femme qui aime n'aime pas partager l'homme qu'elle aime, mais quand tu es la seule femme et tu n'es pas déjà à l'aise financièrement, il ne prend pas bien soin de toi. Et maintenant, il va aller prendre encore une autre, deuxième. Je déteste, je n'aime pas ça. La polygamie, non, c'est pas dans mon emploi du temps comme ça. Polygamie, là, ça amène des problèmes. Polygamie, ça amène beaucoup de problèmes entre les enfants ou bien les mamans aussi. Il y a des hommes là qui gèrent les foyers bien. Il y a des gens qui ne gèrent pas ça bien. Par exemple, moi-même là, mon papa a marié 4 femmes. Il y a problème quoi. Donc c'est à cause de ça que moi j'ai dit que polygamie là, c'est pas bon. C'est pas bon. Une seule femme à marier, une seule femme. Si tu veux avoir même 5 enfants là, si tu parles avec ta femme là, vous allez vous comprendre et puis c'est ça va finir. Du côté de certains hommes, c'est à cause de la fortune du mari qu'une femme n'accepte pas que son homme prenne une seconde femme. La réaction des femmes est normale selon Martin Soyondé, un homme de Dieu. La polygamie n'est pas le plan de Dieu. Déjà à la création, Dieu a créé Adam et Ève. Par conséquent, un homme est appelé à avoir une seule femme. C'est naturel que les femmes détestent la polygamie. Vous savez, les foyers polygames ont toujours des problèmes. Et quand vous êtes dans un foyer polygame, il y a toujours des problèmes. Les enfants ne s'entendent pas. Après la mort du papa, il y a souvent des problèmes autour de l'héritage. Et tout ça font que les femmes ne désirent pas que leur homme ait plusieurs femmes.
Les vacances scolaires constituent une période de détente et aussi d'occasion pour les élèves de mener des activités génératrices de revenus. Quels sont alors les risques que ceux-ci encourent? Les précisions dans ce reportage de Jules Nyanga de la radio Tanguieta. Pendant les vacances, certains élèves s'investissent dans le commerce, l'artisanat, l'agriculture ou encore les services. Une manière d'occuper utilement leur temps tout en préparant leur avenir. Pour Sambieni Bdiarou, les jobs de vacances permettent aux élèves d'acquérir de l'expérience, de développer le sens de la responsabilité et de découvrir les réalités du monde du travail. Le job vacances a un intérêt très positif pour les élèves. Si je prends le cas, un élève qui prend ses congés et qui va chercher un travail, un job quelque part et qui exerce le job ou bien le métier, il peut avoir de l'argent et il peut aider ses parents pour la reprise des cours. Parce que j'ai vu certains élèves, lorsque on les donne les congés, soit ils vont dans les champs, ça peut être dans les champs, ils peuvent aller aider à vendre une boutique. En fin de compte, il va avoir de l'argent pour aider les parents pour reprendre l'année scolaire. Au-delà de ces avantages, les élèves sont parfois confrontés à plusieurs difficultés. Faible rémunération, journée de travail éprouvante, manque d'encadrement ou encore risque d'exploitation sont autant de défis qui peuvent compromettre cette expérience. Les élèves qui exercent des jobs de vacances ils rencontrent plusieurs difficultés car ils peuvent être confrontés à des difficultés. Par exemple, certains travaillent dans des conditions parfois pénibles avec de longues heures de travail et des fatigues. D'autres sont exposés à des risques liés à la circulation et aux intempéries ou à l'insécurité. Il arrive même que certains ne disposent pas du temps nécessaire pour se reposer ou se préparer correctement à la rentrée, tel que je l'avais dit. Face à ces réalités, nos deux interlocuteurs invitent les élèves à faire preuve de responsabilité. Ils recommandent de privilégier des activités honnêtes et adaptées à leur âge, tout en gardant à l'esprit que les vacances doivent aussi servir à se reposer et à préparer la prochaine rentrée scolaire. L'appel que j'ai lancé, ou bien conseil que j'ai conseillé à ces élèves, c'est que quand tu es encore sur les bancs et on vous donne les congés et tu cherches un petit job pour travailler, il faut toujours penser aux études parce que tant que tu n'as pas terminé les études, c'est pas à cause d'un petit salaire que tu vas abandonner l'école et penser que c'est le petit job que tu as trouvé, c'est ça qui va t'aider. Moi, je crois que l'élève ou bien l'étudiant peut, pendant les vacances, aller faire quelque chose en cherchant l'argent pour aider ses parents, au moins à payer peut-être le loyer quand même. Donc, si les parents n'ont pas les moyens, il faut que l'enfant aide les parents à trouver quelque chose pour la reprise de l'année scolaire. Je veux les encourager. C'est une bonne chose de faire des jobs de vacances, mais je voudrais encourager ces élèves à profiter des vacances pour acquérir de l'expérience et développer leur sens de responsabilité. Cependant, ils doivent veiller à préserver leur santé d'abord, leur sécurité et leur éducation. Parce qu'il est important de choisir des activités adaptées à leur âge et de rester concentré sur leurs objectifs scolaires, surtout de considérer chaque expérience comme une occasion d'apprendre et de grandir. Les vacances peuvent être aussi un moment pour apprendre autrement, mais aucun job ne doit faire oublier que la période d'un élève reste sa formation et son avenir. Les jobs de vacances peuvent ainsi devenir une véritable école de la vie. Bien choisis et bien encadrés, ils permettent aux élèves de développer leur autonomie, d'acquérir de nouvelles compétences et de mieux préparer leur avenir sans prendre de vue l'essentiel, la réussite scolaire. Direction Porto Novo maintenant, les députés de la 10e législature de l'Assemblée nationale du Bénin se sont réunis en session plénière ce vendredi 10 juillet 2026. C'est au palais des gouverneurs à Porto Novo et cette importante session parlementaire est marquée par l'examen de plusieurs textes touchant aux réformes institutionnelles, au financement de projets publics d'envergure ainsi qu'aux règles régissant le cadre électoral national. Parmi les principaux dossiers inscrits à l'ordre du jour de cette session, les parlementaires
vont également se pencher sur le projet de loi modifiant l'article 94 de la loi du 26 juillet 2024 relative à la création des ordres nationaux du Bénin. Dans la foulée, les élus du peuple examineront également une proposition de loi portant modification de la loi organique sur le Conseil économique et social, une institution dont les tests ont pourtant déjà été révisés en mars 2020. Le volet économique et culturel de la plénière est consacré à l'étude du décret autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 24 juin 2025 entre la République du Bénin et l'Agence française de développement AFD. Hors du Bénin à présent, sans transition, au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé jeudi 9 juillet 2026 la loi de révision de la Constitution adoptée le 29 juin dernier par l'Assemblée nationale. Saisi par le président Bassirou Diomaye Faye, il a estimé que le texte viole la procédure de révision constitutionnelle ainsi que plusieurs dispositions de la loi fondamentale. Cette réforme prévoyait notamment de renforcer les pouvoirs du Parlement et du Premier ministre. Elle prévoit également de remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle et également d'interdire au président de la République de diriger un parti politique. On parle maintenant sport. Lama Info, la Ligue des sports. Retenez simplement que la France est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Elle a battu hier le Maroc 2-0, n'est-ce pas, Thomas Rundio? Hier, le Maroc a croisé les crampons avec l'équipe nationale de France, les Bleus. Les Français n'ont pas tremblé devant les Marocains, qu'ils ont dominés par 2-0. C'est une grosse déception pour les Africains. Le printemps n'a pas tenu la promesse des fleurs. Les buts français ont été marqués à la 60e minute par le puissant attaquant Kylian Mbappé et 66e minute par Ousmane Dembélé. La France se qualifie ainsi d'office pour les demi-finales. Les Marocains vont plier bagages pour rentrer parce que pour résultat insuffisant. Tournoi de proximité. Dans l'arrondissement d'Adoukandji, commune de Lalo, le tournoi la relève se poursuit. 2 matchs ont été joués en semaine. Awada a battu Sewakwe 1-0. Lomé a battu Kanyinoué 2-0. Merci à Adrien et Epé qui nous a transmis les résultats de ces matchs. Autre tournoi de proximité, c'est dans la commune de Koulekame. Le tournoi de l'indépendance est lancé. Il regroupe 8 équipes réparties en 3 poules. Poule A, Chikpe, Koulekame, Lanta. Poule B, Ayakhokwe, Rondjen et Tchahome. Poule C, Djoto et Akhobea. Les différents résultats vous seront communiqués dans nos prochaines éditions. Maintenant, j'en viens au magazine de ce 13h sans transition. Les règles aux menstruations surviennent chaque mois chez la femme lorsque l'ovule n'a pas été fécondé. Et cette période dure en moyenne 3 à 8 jours. Et pendant cette étape, est-il possible qu'une femme tienne de rapports sexuels avec son homme? Ce magazine de Ruth Daguet focalise son attention sur la question. Chaque mois, des milliers de femmes vivent une réalité biologique commune. La menstruation, phénomène naturel mais entouré de malaise, parfois même des interdictions suivant de nombreuses croyances.
Et dans beaucoup de couples, une question demeure sensible. Peut-on tenir de rapports sexuels avec une femme en menstruation? À travers ce magazine, vous suivrez dans un premier temps l'avis des citoyens lambda sur la préoccupation. S'en suivront ensuite de la perception des responsables, des religions endogènes et exogènes dans un reportage que nous présentera Bernice Coucoudoui et l'analyse d'un sociologue en pied de la production pour boucler la boucle. Merci de vous installer confortablement. Un homme peut-il avoir de rapports sexuels avec sa femme qui est en règle? Voici ce qu'en pensent quelques citoyens interviewés dans les rues de l'arrondissement central d'Alada par Irénée Bokodaro. Selon moi, on ne peut pas tenir un rapport sexuel avec une femme qui est en menstruation. Sinon, plus c'est sale. C'est pas bien, c'est simplement interdit. Certaines femmes, lorsqu'elles sont en train de suivre des traitements pour tomber enceinte, les docteurs les prescrivent de faire souvent des rapports dans ces périodes-là. Si la femme ne suit aucun traitement pour tomber enceinte, moi je vois que c'est salissant et en plus le corps même refuse ces genres d'intimité-là. Je trouve ça dégoûtant parce que d'abord, si le corps de la femme même le rejette, c'est parce que ce n'est pas du tout bien. Et si on va sur le plan sanitaire, c'est carrément l'acte de bactéries, d'infection. Moi, je ne recommande vraiment à personne de le faire en ce temps-là. Selon moi, c'est non, car cela peut entraîner des infections pour l'homme ainsi que la femme. Du côté de certaines religions, les points de vue s'accordent. C'est le cas de la religion endogène et le christianisme céleste qui pensent que la femme en menstruation est impure. Donc, elle doit rester à l'écart de son mari. Le reportage nous est présenté par Bernice Coucoudoui. Dans la religion endogène, les gardiens de la tradition estiment qu'un homme ne peut pas avoir des rapports sexuels avec une femme en menstruation, car, explique ceux-ci, une femme dans cette période est impure. Selon Bokono Munogan Amando Jotin, prêtre de Fa, dans la commune d'Alada, cette phase du cycle féminin est accompagnée des ondes négatives qui peuvent se transmettre. Les menstruations chez une femme, ça présente des forces négatives. Donc c'est bien pour ces raisons qu'il est interdit aux femmes qui sont dans les périodes de menstruation de rentrer dans les couvents. Ce n'est pas bien de tenir un rapport sexuel avec une femme qui est dans les temps de menstruation. Et pour vous donner plus d'explications dessus, c'est que vous allez noter qu'une femme qui est dans les périodes de menstruation dégage des ondes négatives, des forces négatives. Or, pendant les rapports sexuels, l'homme cède une partie de ses forces vers la femme et la femme également cède une partie de ses forces vers l'homme. Et si bien que la femme est dans les périodes, imaginez, elle serait en train de céder les ondes négatives. Donc, toi, homme, tu vas céder l'onde positive à la femme et là, la femme va te céder tes ondes négatives. Et que les ondes négatives, c'est que la femme tu cèdes se mélange avec tes ondes positives. Imagine un peu, 1 plus fois moins, ça donne moins. 1 moins fois plus, ça donne moins. Donc, tu te lèves avec des ondes négatives. Même son de cloche du côté de l'église du christianisme céleste. Cette période est bien encadrée par des principes spirituels, explique Théophile Voglossou, secrétaire général adjoint de la paroisse Saint-Gabriel d'Alada Centre. La période de menstruation chez la femme dans l'église du christianisme céleste est perçue en réalité comme un état d'impureté rituelle et qui est temporaire. C'est fondé sur une interprétation stricte des lois du Lévitique. Si vous me permettez de citer Lévitique en son chapitre 15 à partir du 19e verset qui dit ceci: la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir.
Fin de citation. Je pense que à travers ce texte biblique, ça fait partie d'ailleurs des 12 interdits révélés à notre prophète, pasteur, fondateur Billy Joseph Choffa, et qui a rappelé à tout le monde entier de ces interdits-là. Voilà un peu les raisons spirituelles qui expriment cette position de la chose dans l'église du christianisme céleste. Et lorsque un fidèle femme de l'église ou un fidèle homme de l'église ne respecte pas cet aspect de la chose, c'est ce qu'on appelle la souillure du corps et de l'âme. En réalité, les rapports sexuels pendant cette période chez la femme, spirituellement, sont purement déconseillés. Pendant ce temps, Léon Atermont, prêtre catholique, selon sa perception, c'est l'intention derrière un rapport sexuel qui définit s'il est proscrit ou non. Quand je prends la Bible, j'ouvre d'abord l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, au chapitre 15, versets 19 à 30, qui considère la femme en menstruation comme impure. Et dès lors, tout ce qu'elle touche, tous ceux avec qui elle rentre en contact sont considérés comme aussi impurs. De la même manière, Lévitique 18, verset 19 et Lévitique 20, verset 18 vont interdire les rapports sexuels pendant les règles. Chaque rapport doit être ouvert la nuit. Or, nous savons que pendant les menstruations, la femme ne peut pas tomber enceinte. Cela voudra dire que si ce n'est pas pour le plaisir, c'est alors finalement dans un but contraceptif. Au-delà de la perception religieuse, tenir un rapport sexuel avec une femme en menstruation ouvre la voie à des infections, souligne la sage-femme Anaëlle Assignamé. Médicalement parlant, il est possible d'avoir des rapports sexuels pendant les menstruations, d'autant plus que les règles sont un processus naturel au cours duquel l'utérus élimine la muqueuse utérine. D'accord? Il n'est donc pas interdit d'avoir des rapports sexuels durant cette période. Voilà, mais également, cependant, il faut savoir que tout ça dépendra donc du confort, du choix et surtout, je dis bien surtout, du consentement des partenaires. Il existe des risques, par exemple, un risque accru d'infection parce que déjà le col est légèrement ouvert pendant les règles et pendant les menstruations. Donc, du coup, la prolifération des microbes, c'est beaucoup plus facile en fait. Le risque d'infection est beaucoup plus accru lors des menstruations puisque le col est légèrement ouvert pendant cette période-là. Je préfère le dire ainsi. Il y a également la transmission des infections sexuellement transmissibles, les IST, voilà, comme le VIH, la chlamydia et j'en passe. Un autre risque qui peut choquer, là, mais qui est quand même si c'est rare, c'est possible, c'est une possibilité de grossesse. C'est-à-dire que pendant cette période-là, la femme peut facilement choper, facilement tomber enceinte. Entre croyances religieuses, perceptions culturelles et explications médicales, les menstruations restent entourées de nombreuses représentations sociales. Au-delà de la dimension biologique, cette question révèle aussi la manière dont la société perçoit le corps féminin. Pourquoi les menstruations demeurent-elles un sujet sensible ? D'où viennent les tabous qui les entourent? Jean-Yves Ernest Foinou, sociologue dans cet entretien, explique ces différentes réalités sociales. Oui et non, parce que déjà, dans beaucoup de couples béninois, vous voyez qu'à l'approche, ou du moins que pendant les menstruations d'une femme, vous voyez déjà l'évitement qui est systématique pour certaines personnes. Quand on va aborder la question sur le plan sociologique, cela varie d'une religion à une autre. Cela varie du groupe social de chacun. Cela varie de l'éducation que chacun a reçue. Donc, après tout, en réalité, c'est la décision que chacun prend. C'est la manière dont chacun comprend la chose qui va l'amener à dire, bon, est-ce que je peux m'approcher de ma femme pendant les menstruations ou pas? Et là, il y a une question de consentement. Est-ce que celle qui est en menstruation elle-même accepte qu'on s'approche d'elle? Ça commence par là. On ne peut pas trancher et dire oui et non parce que ça diffère d'un homme à un autre. Ça diffère d'une femme à une autre femme.
D'accord, donc en tant que sociologue, vous ne pouvez pas trancher, vous l'avez dit. Alors, comment les femmes elles-mêmes vivent ces tabous dans notre société? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus contraintes que les hommes dans ces situations? Les femmes sont indéniablement les plus contraintes car elles portent souvent, ou du moins c'est généralement le poids biologique et le poids social de cet événement-là à la fin de chaque mois. Dites-nous alors, pourquoi ce sujet reste-t-il encore difficile à aborder en public? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans les médias, malgré les avancées scientifiques et médicales. Oui, ce sujet serait mieux abordé en public aujourd'hui si le travail commence à la base dans nos différentes familles. Si déjà on apprend à la jeune fille à un certain âge que, bon, à partir de maintenant, là, à la fin de chaque mois, il y aura telle situation et tu dois faire comme ceci, comme cela. De l'autre côté, on apprend au jeune homme en même temps que à la fin de chaque mois, celle qui n'est pas du même sexe que toi va vivre telle chose et telle chose. Si on voit la chose de la sorte, je pense que ce ne sera plus un tabou. Le travail doit commencer avec les géniteurs, les génitrices. Les médias doivent de temps à autre communiquer là-dessus pour que les parents puissent être habitués à faire cela. À travers les éclaircissements des différents intervenants, une réalité se dessine. Dans certaines traditions, les rapports sexuels pendant cette période restent déconseillés. D'autre part, ils relèvent davantage du choix et du dialogue au sein du couple ou des partenaires. Et voilà, c'est sur ce magazine que nous allons mettre un terme à cette édition du Journal Parlé de ce vendredi 10 juillet 2026. Céric Modi, Arnaud Abozo, merci et à très vite. La suite des programmes de la 103.8, c'est tout de suite. Enfants, jeunes, femmes, hommes, la voix de la lama, c'est ma radio, c'est ta radio, c'est notre radio. Après un parcours une nouvelle fois remarquable, les Lions de l'Atlas ont confirmé leur statut et figurent parmi les meilleures nations du foot mondial, conclut le média. Mathias Renal, et on verra tout à l'heure si notre invité partage ce constat. Le journaliste sportif Yoro Mangara sera avec nous dans 15 minutes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa en visite officielle en France. Oui, il sera reçu en fin d'après-midi par son homologue français Emmanuel Macron. Au menu des discussions, le renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'éducation, des sciences ou de la culture. Alexandra Bronjon, il s'agit aussi de tourner la page de récentes crispations. Cette visite du président sud-africain en France témoigne de la relation très forte, peut-on lire dans le communiqué de l'Élysée, relation qui lie les deux pays au plan politique et en matière économique, de santé et culturelle. Une relation qui a été quelque peu entaillée ces derniers temps quand la France n'a pas invité le président sud-africain au sommet du G7 à Évian le mois dernier. Un geste qui a déçu à Pretoria, rappelle une chercheuse sud-africaine. Ce voyage officiel va donc permettre de réchauffer les relations entre les deux pays. Relations économiques également. L'Afrique du Sud, dont l'économie stagne, a besoin d'attirer des investissements étrangers et la France fait partie des pays qui y sont présents. Pretoria a également besoin de rompre son isolement diplomatique en froid avec les États-Unis. L'Afrique du Sud a beaucoup été critiquée en raison de la guerre en Ukraine pour ses liens avec la Russie. Au programme, vous le disiez, le président sud-africain assiste à un sommet de l'UNESCO aujourd'hui. Il sera ensuite reçu à l'Élysée pour des entretiens bilatéraux suivis d'un dîner. Dimanche, il doit se rendre à Longeval pour les commémorations de la bataille du bois de Delville lors de la Première Guerre mondiale, auquel plus de 3000 soldats sud-africains ont participé. L'Afrique du Sud confrontée depuis plusieurs semaines à une poussée de violences xénophobes. L'organisation à l'origine de ce mouvement anti-étranger, March and March
March a lancé hier une campagne de manifestations hebdomadaires. Elles auront lieu, ces manifestations, tous les jeudis pendant 4 mois jusqu'aux élections municipales, Valentin Hugues. Plusieurs centaines de personnes étaient de nouveau dans les rues, principalement à Durban et à Johannesburg, et prévoient de répéter l'opération tous les jeudis. Comme souvent, des manifestants se sont laissés aller à des attaques ciblées de commerçants, à des intimidations musclées de supposés clandestins, expulsés de chez eux, en dehors de tout cadre légal et parfois sous le regard de la police. L'objectif des manifestants est très clair, mettre la pression sur le gouvernement de Cyril Ramaphosa jusqu'aux élections municipales de novembre. Car si l'organisation March and March se dit citoyenne, elle pèse sur l'échiquier politique, avec le soutien du parti MK de Jacob Zuma par exemple, parti d'opposition qui a fait de l'immigration un argument de campagne. En battant le pavé toutes les semaines, les manifestants occupent l'espace et continuent d'entretenir un climat de méfiance particulièrement palpable ici en Afrique du Sud. Et face à ce climat extrêmement pesant, le ministère de l'Intérieur multiplie les descentes de police aux 4 coins du pays et arrête des milliers d'immigrés en situation irrégulière, des arrestations qui se sont intensifiées depuis le début des manifestations. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI. Au Mali, c'est un succès pour l'armée et pour l'Afrika Korps russe.